Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Laurence Farin. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence, vous êtes directrice commerciale chez France Valais. Vous êtes spécialisée dans le forestier, dans le foncier. On va revenir un petit peu parce que vous avez une activité assez large, mais la grosse actualité, c'est cette évolution de la fiscalité avec une réduction qui passe de 18 à 25%. Concrètement, ça change quoi? Sans être trop technique, Laurence. Bien sûr. En fait, parmi les différents avantages qu'on peut chercher dans l'investissement foncier, forcément, il y a plusieurs avantages fiscaux, dont la réduction d'impôt IR-PME à laquelle on est éligible, nos produits étant eux-mêmes des PME. Et donc là, on ne l'attendait plus, ça faisait 3 ans qu'on l'attendait, on est passé de 18 à 25% de réduction d'impôt pendant l'été. C'est tombé au mois d'août. Souvent, au mois d'août, c'est les mauvaises nouvelles qui tombent. Là, c'est une bonne nouvelle pour une fois. Là, c'est une bonne nouvelle. Il en faut cette année. Ouais. Et donc, ce qui est plutôt confortable pour proposer ce produit, c'est que l'assiette de ces 25%, c'est la totalité du fonds. Donc là, c'est 25% de réduction d'impôt sur toute la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Bon, ça c'est bien, on est content. Et en même temps, vous êtes sur un gisement d'expertise qui a le vent en poupe depuis le début de l'année. Oui, c'est vrai. Alors, on va pas refaire l'historique de France Valais, déjà en 1952, le petit Jean-Jacques Valais, blablabla, mais les expertises de France Valais, en fait, vous êtes un spécialiste du groupement forestier, du foncier, ça commence où, ça s'arrête où? Alors, effectivement, c'est spécialisé dans l'investissement foncier parce qu'il y avait quand même un trou dans la raquette, il y avait assez peu de sociétés de gestion qui proposaient ce type d'investissement. Il y avait beaucoup de choses à faire. Déjà, démocratiser ces sous-jacents qui sont extrêmement rares. Alors là, on ne parle pas du petit bout de bois, c'est les grandes forêts d'exploitation. On s'est également tourné vers l'investissement en Champagne. Là, je ne vous explique pas pourquoi c'est rare. Et donc après, il fallait qu'on structure des fonds. Déjà qu'on améliore le statut juridique parce qu'auparavant, on n'avait que des GFF qui n'étaient ni plus ni moins que des sociétés civiles. Et France Valais a été la première société de gestion à monter un GFI, groupement forestier d'investissement, qui fait appel public à l'épargne et qui est ni plus ni moins qu'une SCPI forestière. Donc maintenant, on a un vrai véhicule qui permet de démocratiser cette classe d'actifs et après, on structure des fonds pour aller chercher des avantages fiscaux. Il y a une multitude d'avantages fiscaux possibles, transmission, réduction d'impôts, exo-EFI, 150 0 BTR, et on a structuré une gamme pour aller chercher ces réductions d'impôts. Et puis, on l'a bien vu, depuis le début de l'année, il y a eu une crise boursière, il y a eu le Covid, il y a eu des inquiétudes sur la tenue un peu de tous ces sous-jacents, et du coup, ça profite aux opérateurs comme vous, qui offrait de la diversification. Bien sûr. C'est vrai qu'on martelait depuis un certain temps que 5 à 10% de son patrimoine dans des actifs résilients, décorrélés, ça avait du sens. Ça avait du sens. Bon, là, pendant la crise du Covid, ça a pris tout son sens. Quand même, modulo le fait qu'il y a une petite question sur la liquidité, non? Alors justement, la liquidité, c'est un énorme sujet. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup travaillé. Déjà, on a un capital variable. Donc, comme les SCPI, ça c'est facile. Retrait, souscription, l'argent qui rentre sert en priorité à rembourser les sortants. Mais comme on sait qu'on a des produits qui sont largement utilisés pour la transmission, on a pris le parti de toujours conserver 10% de trésorerie dans tous nos véhicules, plus en cas de grosse sortie pour la liquidité au quotidien. D'accord. Et ça permet effectivement, quand on est sur ce type d'investissement, de toute façon, on est plutôt sur du moyen long terme. Comme l'immobilier. On est sur 10, 15, 20 ans. On ne joue pas un rebond, c'est pas le type d'approche. Bien sûr, c'est plutôt du placement long terme. On est sur une approche patrimoniale, c'est du long terme. Et puis, une actualité sur cette fin d'année pour vous chez France Valais, c'est vous lancez un roadshow avec 24 dates. Oui, exactement. Alors, c'est un peu compliqué cette année de s'organiser, de venir à la rencontre de nos partenaires. C'est ça. Donc, on commence avec Patrimonia et effectivement, à partir de lundi, on aborde un roadshow de 24 dates, donc partout en France. On commence avec Nice, là, le 5 octobre, et on termine le 3 décembre, au bout de la 24e date. Vous faites quoi? Vous faites des formations, vous faites des speeches, vous faites un apéritif? Il y a quoi sur ce roadshow? C'est une réunion qui commence à 11h et qui se termine par un déjeuner. Consacré à quoi? Alors là, on va parler, d'habitude, on l'organise avec plusieurs maisons de gestion. Cette année, on nous a fait la demande d'aller un peu plus dans le cœur du sujet, la forêt, les sous-jacents viticoles, etc. Donc là, on prend vraiment le temps d'aborder le sous-jacent, traiter les objections de nos différents partenaires, donc pour que ce soit très vivant, et on va terminer par la fiscalité. Et donc du coup, là, on aura une heure pour vraiment former, préparer nos partenaires. Si on veut tout savoir sur les placements financiers, le placement viticole, etc., c'est bientôt, c'est avec France Valais, c'est ça? Exactement. Bravo Laurence, je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous dis à très bientôt. Allez, on attaque la deuxième partie de notre matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec l'excellent, le seul, l'unique, le vrai, Jean-Marc Chevassus. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marc, vous êtes CGP à Lyon, vous êtes le patron d'Euradia Patrimoine, et puis d'autre part, vous êtes maître de conférence à l'IAE de Lyon 3. Alors, premier thème, H2O.
c'est un peu le tonnerre en ce moment autour du H2O. Tout le monde dit ah ouais, H2O, il fallait pas en avoir. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il était possible de ne pas avoir du H2O en portefeuille? Frédéric, question brutale, réponse brutale. Oui. Non. Alors, c'était possible. Vous en aviez dans vos portefeuilles? J'ai racheté un cabinet il y a un peu plus de 2 ans. Il n'en avait pas en portefeuille. Ouais. Cabinet plutôt courtage d'assurance, prévoyance ou autre, avec de l'assurance vie. Il n'en avait pas en portefeuille. On a été confronté en tant qu'allocateur d'actifs de se dire que les fonds qui étaient diversifiés, flexibles ou autres avaient tendance à prendre plus que la baisse du fait de la mécanique des investissements obligataires qui rapportent plus rien et trésorerie, et puis ne pas reprendre la hausse. Ouais. Ou voir à peine la hausse et pas surperformer. Donc là, il fallait un booster de performance. H2O a fait partie de ces boosters-là, de manière pondérée, jamais plus de 5% d'une allocation d'actifs, c'est un principe. Hein. Et puis bien évidemment, à côté d'autres fonds qui eux sont des fonds purs, si je permets de citer, du Comgest, du Arco Valeur, sur du flexible, mais du flexible action, effectivement. Donc non, H2O a eu des performances telles, et j'ai fait partie de la distribution, Frédéric. Mais oui, quand vous apportez de la performance, ça vend. Quand on voit un multibond qui en 2019 a fait 30%, en 2018 il fait 30%, en 2017 il fait 14%, c'est difficile de résister à un client qui vous dit j'en veux, j'en veux. Après c'est une question de dosage. C'est difficile. On parle conseil, Frédéric. Le premier argument de dire que je conseille un client, c'est aussi de dire non, ou ça n'est pas raisonnable, ou voilà ce qui potentiellement va arriver. Vous savez, c'est un discours, je commence à vieillir dans la distribution, c'est un discours que j'ai entendu, on a été trahi, c'est un scandale, on l'a entendu chez Richelieu à une époque qui ressemblait un petit peu pour d'autres raisons, on l'a entendu pour Carmignac, qui simplement avait un scénario central qui ne s'est pas réalisé pendant 5 ans et qui aujourd'hui retrouve de la performance. Aujourd'hui, dire qu'H2O a trahi ou autre, ça me paraît extrêmement compliqué. Ils n'ont pas trahi, mais voilà. quand on a vendu, quand H2O nous disait que le fonds H2O Multibond, par exemple, qui faisait 30%, était un fonds obligataire, c'était du misleading. Oui. Il y a en face de nous l'AMF, qu'on aime beaucoup, mais ils arrivent un peu après la bataille, parce que quand vous avez un fonds obligataire qui fait 30%, on se pose des questions, ça ne peut pas être de l'obligataire, c'était un hedge fund. Et le problème, c'est que H2O ne nous a pas dit, je vous vends un fonds hedge fund, je vous vends du fonds obligataire, du fonds de bon père de famille. Et c'est là que c'était un peu misleading quand même. Alors, oui Frédéric, mais là vous sous-entendez que les conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient d'ailleurs libéraux ou banquiers et autres, prenons l'ensemble du marché, sont des gosses à qui on peut raconter n'importe quoi, alors qu'ils sont censés être conseillers en investissement financier d'un côté. Alors là on parle d'allocation en assurance vie, le CIF n'a rien à voir, mais il y a aujourd'hui une vraie réflexion à avoir sur le marché, dans l'avenir du métier, qui se pose aussi en termes d'allocation d'actifs et d'enveloppe de ces allocations d'actifs, oui. Jean-Marc, on vous a connu gérant dans une maison de gestion, vous avez changé de vie professionnelle, vous êtes maintenant CGP, vous êtes un bon observateur, vous êtes maître de conférence à l'IAE de Lyon 3, votre vision sur les tendances lourdes qui sont en train de structurer cette profession. Dans 5 ans, c'est quoi votre métier? Moi j'arrive en toute humilité, je crois que depuis 3 ans maintenant, être conseiller en gestion de patrimoine libéral, pour ne pas dire indépendant, on n'a plus le droit, c'est déjà de l'humilité parce que je n'ai pas changé de métier. Simplement aujourd'hui je suis un chef d'entreprise. Donc ça c'est ce qui change la donne, c'est qu'un CGP, certains disent entrepreneur, ce sont des chefs d'entreprise. C'est un métier en soi. Donc je n'ai pas de leçons à donner là-dessus haute, c'est quelque chose qui, au jour le jour, je m'améliore haute et je comprends ce que c'est que la responsabilité de devoir faire du chiffre, de devoir remplir aussi le frigo, tout ça dans un environnement extrêmement réglementé et puis sur un marché qui est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et parfois imprévisible. Et parfois imprévisible. Maintenant, ce que je pense de ça, c'est qu'il y a encore une grosse mutation à faire sur le métier du conseil en gestion de patrimoine. Et là, je vais englober tout le monde, parce qu'aujourd'hui, MIFID comme DDA touche aussi bien les banquiers que tout acteur qui est sur ce marché, qui se dit être sur ce marché-là. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui les banquiers sont favorisés, les CGP on nous embête, on est tous pareils. Moi, l'avenir, il est simple. Quand je le regarde, je me dis réglementation accrue, digitalisation accrue. Donc ceux qui ne prennent pas ce virage de la digitalisation vont être distancés et selon vous, vont être condamnés rapidement. Ne pas digitaliser, c'est perdre un temps fou. Je ne parle pas de commercial, parce que certains vous disent
les millennials, les clients de demain veulent de la digitalité. On ne parle pas du tout de ça. Et même, ce sera une portion congrue. Oui, on veut de la réactivité, on veut de la simplicité et on veut gagner du temps. Pour autant, la digitalisation, elle est nécessaire pour la réglementation parce que quand on regarde... Elle est tellement inflationniste. Il y a tellement de documentation à donner ou autre. Le fait que les assureurs, notamment aujourd'hui, parce qu'on fait beaucoup d'assurance, aient pris ce biais-là et nous donnent des outils, c'est très important, il faut y aller. Celui qui n'y va pas, je ne sais pas comment il fait son travail. Jean-Marc, une dernière question. On parle beaucoup dans l'univers des cabinets, des rachats, des regroupements, des rapprochements. Est-ce que vous-même, c'est une hypothèse à laquelle vous pensez et est-ce que c'est un conseil que vous donneriez à des confrères? Je n'ai pas de conseil à donner, mais j'ai potentiellement une vision de ce marché. Je pense que ce n'est pas le conseil en gestion de patrimoine qui est en péril, ce sont les acteurs qui le faisaient jusque-là. Le métier de CGP, ex-libéral aujourd'hui, il va être confronté à quoi très très vite? Il va être confronté à une concurrence extrêmement dure et accrue d'autres acteurs qui arrivent sur le marché. Vous pensez à qui? Je pense aux experts comptables, qui aujourd'hui ont un boulevard. Je suis de l'université Lyon 3, donc depuis 4 ans je sors des promotions de l'expertise comptable qui se structurent, qui se professionnalisent, qui montent des filiales de gestion de patrimoine, qui ont le client dont tout le monde rêve, le chef d'entreprise. Avec une connaissance très fine du client. Une connaissance très fine du client et où ils ont compris que ce ne sont pas eux qui vont faire le boulot, mais ils se staffent dans des cabinets filiales qui deviennent des cabinets en gestion de patrimoine. Juste Frédéric, les avocats aujourd'hui, le Covid a montré une chose aussi, si vous me permettez, c'est que quand on a l'encours, ce que moi j'appelle plutôt la rémunération de suivi, et si un jour ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi, permet quand même un coussin sur notre profession que d'autres professions, telles les professions de droit, avocats en fiscalité ou droits affaires, n'ont pas et commencent à s'intéresser. Ils peuvent être CIF. Donc, Ils peuvent être CIF, un avocat peut être CIF, un expert comptable est CIF, un avocat peut avoir sa carte immobilière. Donc une concurrence qui est en train d'arriver, que vous voyez arriver, et il va falloir apprendre à faire avec. Eh bien, Jean-Marc, merci beaucoup, c'était très clair. Je vous dis à très bientôt. Allez, on passe à la troisième partie de notre matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis avec Éric Pinon. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes le président de l'AFG. L'AFG, c'est entre guillemets, le syndicat professionnel des sociétés de gestion. Alors, première question, on a une société de gestion qui défraie la chronique depuis quelques temps, c'est H2O. H2O, vous en tirez quel enseignement? C'est quand même une maison un peu rock'n'roll, là. Alors, effectivement, je suis président de l'ensemble des sociétés de gestion. Je crois que le sujet d'H2O, oublions le dossier que je ne traite pas et que je ne traiterai pas. Oui, on va pas être dans la polémique. C'est un sujet de nature de produit. Et comme je le dis régulièrement, on est plus aujourd'hui en solution d'épargne qu'en produit. Et ça a été un produit qui a été utilisé peut-être de façon trop massive par certains, sans prendre conscience de deux choses. D'abord qu'il fallait un peu de long terme. Et le deuxième point qui est à mon avis plus important, c'est qu'une partie des résultats venait effectivement de sujets de positions très exposés. Je n'aime pas le mot risqué, très exposés. Maintenant, ça c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, Info H2O c'est une brique de gestion. Exactement. Donc ça fait pas tout le job. C'est une brique de gestion et ça prend place dans une allocation. Pour ceux qui l'ont acheté, ils en ont fait une brique, petite ou grosse, peu importe. Mais s'ils en ont fait effectivement un corps de l'investissement, là il y a un sujet. Il y a un sujet. Avec un autre problème qui est la phrase que je sors régulièrement, nous mettons tous mes membres, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sauf que, on devrait rajouter depuis des années, assure la collecte à venir. C'est-à-dire qu'effectivement, on est face à un système qui fait que comme le cheval a gagné la course d'avant, on croit qu'il va gagner la course d'après, ce qui est une option, mais c'est pas toujours la même chose. Ce qui induit un peu parfois du suivisme ou un mouvement un petit peu moutonnier. Avec, et là on va dans votre sens, effectivement un sujet de est-ce que moi CGP, distributeur, le B intermédiaire du fameux B2B2C, je suis suffisamment conscient du produit que j'achète dans ma solution globalisée d'allocation d'actifs au profit de mon client. Et c'est vrai que ça fait toujours rêver. Un produit qui fait 60% quand le marché obligataire est à moins 0,40, bon, ça peut faire rêver les gens. Mais il y a des produits actions qui font plus 40, par exemple sur l'intelligence artificielle ou sur la tech. Mais il faut faire attention. Et là, on revient à ce que vous dites, et c'est vraiment mon propos général à tous les intermédiaires que nous avons le plaisir de servir au niveau des sociétés de gestion, qu'ils soient d'ailleurs CGP, qu'ils soient réseau bancaire ou assurantiel, c'est utiliser nos compétences pour faire
l'addition de briques en fonction de la connaissance que vous avez du client final. Oui, parce que si le jeu, c'est juste de trouver le fonds qui a eu la meilleure performance en 2019, à la limite, n'importe quelle base de données permet de le faire. Bon, c'est vraiment tout ce travail de construction et de conseil. Exactement. Qui est important. Et la raison pour laquelle je le dis à toutes les associations professionnelles de CGP, enfin il y en a 4, et on travaille ensemble depuis maintenant de nombreuses années, c'est que si on veut justifier tout le monde nos rémunérations, il faut justifier notre prestation. Et la prestation des uns, c'est de faire des gestions diversifiées, actives, et la prestation des autres, c'est de faire du retour de connaissances clients au profit de la location d'actifs. Éric Pinon, il y a un autre thème que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le plan de relance en tant que président d'une association professionnelle représentative. Vous êtes bien sûr un des interlocuteurs des pouvoirs publics. Vous êtes beaucoup de commissions de travail actuellement sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on peut en dire deux choses. D'abord, il y a le plan de relance court terme et le plan de relance long terme. Le fameux projet France Relance qui a été présenté par le Premier ministre, M. Castex, mai 2020-2030. Donc, oublions les élections intermédiaires, qu'elles soient régionales, présidentielles, législatives ou j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, le travail que nous avons, nous, et les discussions que nous avons avec les autorités, c'est de faire en votre nom, quand je dis à votre nom, vous distributeurs, la prise de conscience qu'il faut que les clients que nous avons le plaisir d'avoir soient des clients qui participent à la création de valeur à long terme. Ce n'est pas un sujet à 1 ou 2 ans. Alors il y a des placements qui vont être faits très vite, il y a des prêts d'État, le fameux prêt dit garantie d'État qui est offert par les banques. Nous, on doit réorienter l'épargne des clients vers du placement logique. Entre autres, on avait beaucoup travaillé en amont sans craindre ou sans connaître l'histoire du Covid sur ce qu'on appelle le PER, le plan d'épargne retraite, qui est postérieur à la loi Pacte. Je me suis battu pour que ce plan soit attirant en termes de sortie, capital rente, comme vous le savez, mais il faut que ce plan d'épargne retraite, qui a une durée de vie longue par définition, soit avec des investissements long terme et pas court terme. Et je pense que les mois qui viennent, les années qui viennent, il y a un travail de changement de modèle, de paradigme, comme on dit en jargon technique. Le mindset n'est plus « je vais faire du court », au profit d'un placement long. Hier, on pouvait le faire, le taux d'intérêt baissait. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, si on veut faire du rendement, il faut effectivement aller faire des solutions un peu plus longues. Je pense que c'est clair, quand on a 40 ans, qu'on a un horizon à 20-25 ans, qu'on a constitué une épargne de précaution d'un côté, pour le reste, c'est du long terme. Exactement. Il ne faut pas avoir le nez dans le guidon en se disant qu'est-ce que j'ai fait en 6 mois. Mais c'est dommage d'ailleurs que certains épargnants soient bloqués compte tenu de leur âge, alors pas à 40 ans, mais à 70 ans par exemple, on finit par leur empêcher de faire du placement long. Alors que si c'est de l'épargne transmise. Si on est dans une logique de transmission, c'est pas un problème. Arrêtons d'être trop, quand je dis on, que les autorités soient trop régulatrices des placements longs que les gens veulent bien accepter de faire. Écoutez, ça sera un message, on a en face de nous l'AMF, c'est un message pour nos amis. Je vous rassure, je le passe. Éric Pinon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt.